Mesdames, Messieurs, chers collègues, un petit mot rapide pour vous accueillir ici sur ce campus, un des campus de l'IUT Grand Ouest Normandie et un des nombreux de notre université, pour cette table ronde sur la cybersécurité. Vous savez que encore plus que tout le monde, que c'est un sujet très brûlant, la cybersécurité, il y a beaucoup d'enjeux. Donc c'était simplement pour vous souhaiter bienvenue et bonne table ronde à tous. Et je laisse la parole à la maîtresse de cérémonie, vice-présidente Elsa Jaubert. Bonne soirée à tous et bonne table ronde. Merci Karine. Bonsoir à tous, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers partenaires. Voilà, comme l'a dit Karine, on le sait aujourd'hui que la cybersécurité, c'est un enjeu qui est clairement identifié et identifié par la France comme une question majeure à la fois pour le développement économique et pour la sécurité globale du pays. C'est un domaine qui fait d'ailleurs l'objet d'un plan du gouvernement dans le cadre de la stratégie France 2030 et de nombreuses initiatives en région qui se multiplient. Et la Normandie, à ce titre, a en fait une double spécificité. C'est une région qui héberge beaucoup de compétences, beaucoup d'entreprises dans la filière cybersécurité et qui, parallèlement, a récemment fait l'objet d'attaques à fort impact puisqu'elles ont concerné des organisations qui sont au cœur de la vie des Normands, la région, la communauté urbaine Camp-la-Mer et le conseil départemental de Seine-Maritime. Ce qui commence à faire beaucoup au niveau des collectivités locales de notre territoire. Ces attaques ont contraint, comme vous le savez sans doute, ces organisations à travailler pendant de longs mois en mode dégradé. Et nous avons donc voulu aussi, par cet événement, vous contribuer, dans le cadre du Club Phoenix, à la réflexion, à l'information de nos partenaires, pour mieux vous faire connaître les initiatives locales, régionales en matière de cybersécurité. Et puis, parce que l'université, avec ses enseignants, ses chercheurs, ses étudiants, peut apporter des réponses aux problématiques que vous rencontrez au quotidien en matière de cybersécurité. Donc, bienvenue à cette soirée. Dans laquelle nous vous proposons donc 3 temps. Alors, je ne sais pas si... Oui, pardon, Pardon, bonsoir à tous, je suis Xavier Soury, je m'occupe du Club Phoenix. Merci à tous d'être ici, merci à l'IUT Grand Ouest Normandie et le campus de Yves de nous accueillir ce soir. On est très content d'être ici. Un petit mot sur le Club Phoenix, qu'est-ce que c'est ? C'est le club des partenaires de l'université de Caen-Normandie. Qui regroupe donc tous les partenaires. On les a listés, il y en a 4500 au total, donc c'est assez incroyable. Des partenaires publics, mais surtout des partenaires privés, des startups, des PME, des ETI, des grands groupes également, du territoire, mais aussi au niveau national et international. On a la chance donc d'avoir on a fêté les 1 an du club la semaine dernière. Donc c'est un tout nouveau club. On a la chance à Caen et en Normandie d'avoir l'un des seuls clubs d'entreprises de France en milieu universitaire. On est le 3e. Et donc ce club, eh bien, il n'y a pas d'adhésion payante aujourd'hui. Vous êtes de fait membre en tant que partenaire. Comment on fait pour être partenaire ? C'est simple. Il suffit de prendre un stagiaire dans n'importe quelle filière de l'université. On a 350 formations à l'université, donc il y a de quoi faire. On a également, vous avez la possibilité de nous prendre un alternant, donc un contrat d'apprentissage. Bien entendu, on a 70 formations qui sont ouvertes en apprentissage. Vous en avez notamment dans les fiches qui sont devant vous, qui recensent les 3 principales formations où on parle de cybersécurité à l'université. Sur le campus 1 avec le droit, on en parlera tout à l'heure. Sur le campus 2 sur la partie sciences et informatique en particulier. Et ici sur le campus de IF, donc le campus 3. Un alternant. La formation continue, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer vos salariés en formation continue à l'université et dans ce cadre-là, vous faites partie du club. Le versement de la taxe d'apprentissage ou alors un contrat de recherche, par exemple.
Et on vous propose donc des newsletters évidemment très informatives et assez riches, des visites de sites. On a des sites exceptionnels à l'université, on a des vrais trésors qu'on souhaite vous faire découvrir. On en a fait déjà quelques-unes, je parle comme ça pour n'en citer que deux. On a la salle Bloomberg, qui est la plus grande salle du nord-ouest de la France, qui est une salle des marchés, donc pour la finance. Et on a aussi la salle du CIREV, qui est la plus grande salle de réalité virtuelle au milieu universitaire en France. Elle est sur le campus 1 à Caen, avec des projets de recherche incroyables. Voilà. Ensuite, on a des masterclass en ligne qui sont animés par des enseignants-chercheurs de chez nous. Et puis des conférences table ronde, comme ce soir, qui est la vraie première en fait, table ronde. On a fait une table ronde étudiante déjà en début d'année, et là c'est la première table ronde avec en gros la moitié d'enseignants-chercheurs de chez nous et la moitié d'intervenants partenaires de l'université. Voilà. Et puis une soirée prestige. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée et je redonne la parole à la maîtresse de cérémonie. Merci. Merci Xavier. Et donc une soirée rapidement en trois parties, un état des lieux des menaces, une table ronde et des temps évidemment de questions pour laisser la place aux échanges, et même une quatrième mi-temps puisque nous avons un petit cocktail à la sortie qui vous permettra de continuer les discussions, et pour ceux qui le souhaitent même de visiter les locaux de nos salles de TP de l'IUT en cybersécurité. Donc je vais passer la parole pour commencer à Eric Hazan, qui nous fait le plaisir et l'honneur aujourd'hui de nous présenter donc un panorama des menaces actuelles en sa qualité de délégué régional de l'ANSSI. Merci beaucoup Elsa, et ravi que nous soyons ensemble pendant presque 2 heures. On verra en fonction de votre patience aux unes et aux autres. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être ici ce soir. En quelques mots, peut-être présenter l'ANSSI, ou l'ANSSI, ou l'ANSSI. On en parlait tout à l'heure avec Elsa, de savoir comment ça se prononçait. Vous le prononcez comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, à votre guise, comme diraient certains. Donc, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est une agence qui a été créée en 2009, ça c'est le premier point, mais qui est en réalité beaucoup plus ancienne. Et quand je dis beaucoup plus ancienne, elle est vraiment beaucoup plus ancienne. Donc, si vous voulez faire un peu de recherche archéologique numérique, je ne peux que vous inviter à aller regarder un petit peu l'histoire de l'ANSSI. Ouais, c'est assez fascinant parce que je fais petite touche d'histoire. Hein, ça plonge, nos racines plongent pendant la Seconde Guerre mondiale, 1943, Alger. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous voyez, c'est très ancien finalement. Moi, j'ai l'honneur effectivement d'être le délégué régional pour la Normandie. Alors sachez qu'il y a un ou une déléguée, voire deux, parfois pour les grandes régions, qui sont dotées d'un délégué en région de l'ANSSI, y compris pour l'outre-mer. On a un délégué pour l'outre-mer depuis octobre 2022, parce que on n'oublie pas que le territoire national, c'est composé de la métropole, bien évidemment, mais également de nos outre-mer. Nos outre-mer sont d'ailleurs sur des zones géographiques, pour certaines avec des enjeux géopolitiques assez forts. Donc il y a un intérêt et une préoccupation certaine de l'État d'aller mieux ou davantage sécuriser, protéger nos territoires un peu éloignés. Ceci étant dit, je souhaiterais peut-être indiquer également que l'agence, l'ANSSI, son cœur de métier, c'est avant tout la protection des systèmes d'information, donc la protection et la défense des systèmes d'information, avant tout de l'administration, au sens large, donc de l'État, bien évidemment, mais également de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, chacun son jargon, bien sûr, de nos opérateurs régulés, enfin plutôt des opérateurs critiques, c'est plus simple à comprendre la notion d'opérateurs critiques, hein, qui sont de l'ordre de quelques centaines aujourd'hui. Ils vont sans doute croître dans les mois qui viennent, j'en reparlerai sans doute à la fin de mon intervention. Et puis, une évolution quand même assez marquée depuis quelques mois, vous l'avez évoqué, enfin tu l'as évoqué Elsa tout à l'heure, c'est qu'effectivement on s'aperçoit depuis 3 ans, 4 ans, que les attaques ne sont pas cantonnées qu'à nos fleurons, quel que soit le secteur de l'innovation, hein, quel que soit le secteur d'activité, qu'aujourd'hui, évidemment, toutes les tailles d'entreprise sont touchées. Et quand je dis bien toutes les tailles d'entreprise, c'est y compris la start-up. Hein, c'est pas que la grande entreprise de 12 000 salariés à l'international, c'est vraiment de la start-up. Pourquoi ? Parce que, petit aparté, de l'innovation, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est recherché par les attaquants, finalement. Et une nouveauté des dernières années, c'est les collectivités territoriales. Donc on a été bien servi en Normandie, ça c'est très clair. On a eu la chance que
enfin la chance, oui, quelque part, ce soit des grandes collectivités qui soient touchées, qui finalement puissent, parce qu'elles ont une organisation, parce qu'elles ont des moyens, parce que de nombreuses équipes, et pas que l'ANSSI, je pense à des prestataires, sont venus leur prêter main forte et finalement le pire a été évité, même si ça a été compliqué. Ça, c'est pour toutes ces victimes qui sont visibles. Il y a toutes celles qui ne sont pas rendues visibles. Je peux vous assurer qu'en tant que délégué, je suis souvent dans la boucle d'attaques qui ont lieu sur des entités critiques ou plus petites. Certaines ne sont évidemment pas rendues publiques parce qu'il y a un niveau de sensibilité assez important. Donc, imaginez simplement que ce qui est rendu public en termes d'attaques, en réalité, les attaques sont beaucoup plus nombreuses. On a quand même une difficulté, et ça Stéphane peut-être en parlera tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas une vision ultra complète des attaques. Ça, c'est quand même, c'est assez peut-être, ça peut vous paraître surprenant. Alors, il y a les chiffres de l'ANSSI, vous les trouverez dans notre rapport annuel de la cybermenace, on les dit depuis quelques années. Le rapport 2022 a été rendu public, me semble-t-il, le mois dernier. Oui, c'est ça, le mois dernier. Très intéressant parce que ça nous donne quand même des tendances plutôt importantes, plutôt fortes, des confirmations, évidemment. Parce que ce qu'on a observé quand même ces dernières années, une croissance très forte des attaques. Aujourd'hui, et c'est là peut-être où il y a un effet trompe-l'œil, en 2022, quand je dis aujourd'hui, c'est plutôt en 2022, on a plutôt vu une stabilisation, au moins des chiffres de l'ANSSI, une stabilisation du nombre d'attaques, voire même une diminution, parce que en 2021, nous avions noté 1200 incidents de sécurité. Donc un incident de sécurité, c'est vraiment une compromission d'un système d'information avec des conséquences fortes derrière. Sur le périmètre que je vous ai donné, donc l'administration et les opérateurs régulés, donc c'est un périmètre assez restreint finalement. Et en 2022, environ un peu plus de 800 incidents. Donc on observe, a priori, une diminution des attaques. Sauf que s'est-il passé en 2022 je nous ramène tous au 24 février 2022, la Russie qui décide d'attaquer l'Ukraine, d'accord. Sachez que dans cette zone, il y avait évidemment des groupes d'attaquants constitués notamment, ça peut paraître assez surprenant, de Russes et d'Ukrainiens. Donc ça, c'est la partie cybercriminelle qui œuvre et qui œuvrait ensemble de manière quasiment familiale, et qu'évidemment, le lendemain du 24 février, cette belle ordonnance familiale a volé en éclats. Donc le temps que les différents groupes puissent se reconstituer, il y a eu une sorte de baisse assez tendancielle et significative dans le nombre d'attaques. Et on voit une remontée assez frappante à la fin de l'été, donc à partir de la période d'août-septembre, et puis je renverrai aux attaques, alors pas forcément les attaques normandes, parce qu'il n'y a pas de rapport forcément de cause à effet, attention à mes propos, mais voilà, on a eu une réorganisation d'un certain nombre de groupes d'attaquants à l'issue, suite à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça c'est le premier point. D'un autre côté, alors ça c'est toujours la vision du verre à moitié plein, verre à moitié vide, et donc je vous laisserai apprécier les uns et les autres, et les unes et les autres, si le verre est à moitié plein ou s'il est plutôt à moitié vide. Regardons le chemin parcouru ces 10 dernières années. Elsa, tu as évoqué ce que fait l'État finalement, et l'État, en dépit des récriminations parfois justes, mais pas tout le temps, œuvre quand même depuis un certain nombre d'années à renforcer notre protection et notre défense des systèmes d'information. Alors pour rappel, 2013, donc il y a 10 ans, c'était la première loi de programmation militaire, d'accord, avec un record mondial, entre guillemets, puisque c'était la première loi au monde qui embarquait une obligation en matière de cybersécurité. Aucun autre État dans le monde ne s'y était frotté, donc juridiquement ça signifie quelque chose, et là je regarde Thibaut Douville, donc c'était une grande première, ça s'est plutôt bien passé, 2013. 2015, la stratégie nationale en matière de cybersécurité, ou plutôt de sécurité numérique, pour être très clair. Alors ça peut paraître, parfois très éloigné de nos préoccupations et de notre quotidien, sauf que cette stratégie en matière de numérique de 2015, elle a une conséquence très concrète, finalement, et qui peut vous intéresser. C'est la création notamment de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. C'était relevé en 2015 comme la nécessité de devoir répondre à l'ensemble des incidents, y compris du grand public. Et là, il y a des incidents qui touchent les citoyens, ils sont très nombreux, malheureusement, parce que beaucoup de nos concitoyens, et peut-être vous-même, on peut être victime, tout simplement. Donc il fallait apporter une réponse forte en la matière. Donc cybermalveillance.gouv.fr a été écrit dans ce cadre-là. En 2018, la revue stratégique de cyberdéfense, qui vous avait parfaitement échappé, j'en suis persuadé, mais en tout cas, là aussi un exercice assez intéressant, parce que c'était le premier exercice dédié et consacré à la cyberdéfense en France. Donc il faisait un état des lieux et puis recommandait un certain nombre de
d'actions à mettre en œuvre, qui sont mises en œuvre depuis, d'ailleurs, au passage. Et puis en 2022, donc vous voyez, on est très, très prolixe, la stratégie nationale de cyberdéfense, de cybersécurité, qui là aussi comporte un pilier très, très fort sur les 10 piliers de cette stratégie, un pilier consacré à la résilience, où notre ambition est d'être une des résiliences, probablement la résilience la plus forte au niveau mondial. C'est une ambition. J'ai oublié 2018, riche année s'il en est également, le RGPD d'un côté, d'accord, et puis la directive Nice, SRI en français, sécurité des réseaux et de l'information, qui évolue actuellement, puisque cette directive Nice va passer à la directive Nice 2, mais je le garde pour ma conclusion, c'est presque du teasing finalement. Donc, au-delà des chiffres et de ces différentes et de ce qui peut être rendu visible à travers ces attaques et celles qui sont visibles et celles qui ne sont pas visibles, moi, j'aurais plutôt tendance à considérer que le chemin parcouru, il est très important. Il a permis l'émergence d'un écosystème assez singulier finalement, l'écosystème français en matière de cybersécurité. Nous avons au moins un représentant dans la salle, donc je fais un petit clin d'œil aussi à Sixcure qui est dans la salle, mais en tout cas voilà, nous avons la chance d'avoir sur le plan national comme sur le plan régional un certain nombre d'entreprises. Et puis des entreprises vraiment, j'allais dire presque de dimension mondiale, très certainement. On en a certaines qui ont été d'ailleurs rachetées par des entreprises justement de taille mondiale. Donc voilà, on a cet écosystème pour lequel l'ANSSI œuvre, mais pas que. Il y a d'autres services de l'État, je pense à Bercy notamment, parce qu'il y a une petite question d'amorçage de fonds, d'argent, etc. Donc c'est un travail en équipe finalement. Et c'est peut-être le parallèle, en tout cas le point qui me permettra de rebondir vers l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est également, n'oublions pas que si ces entreprises fonctionnent parfaitement, c'est parce que nous avons la chance d'avoir un socle de savoir, au pluriel, entretenu, détenu, et surtout qui, se développe grâce à la recherche, et la recherche fondamentale notamment. Donc nous avons la chance ici, notamment à Caen, mais on ne va pas faire que du ethnocentrisme, je ne sais pas comment le dire, en tout cas voilà, mais au-delà de ça, cette partie normande avec quelques fleurons en matière de recherche et de laboratoire, mais je repense aux Grecs notamment, mais là voilà, c'est purement cané. D'autres entités extrêmement robustes également à travers la France, et donc voilà, cet écosystème de la recherche, c'est vraiment presque un appel du pied que je fais, c'est soyons-en fiers, tout n'est pas perdu selon la formule consacrée, bien au contraire, nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir, à condition de bien comprendre les enjeux, les risques qui sont très importants. C'est là où je vais être un petit peu anxiogène, ça va durer quelques secondes, rassurez-vous, ne quittez pas encore l'amphithéâtre. Pourquoi ? Parce que face à nous, nous avons des adversaires, je dis bien des adversaires, qui sont extrêmement motivés, qui disposent de ressources très importantes, qui ont des stratégies, d'accord, et qui ne se gênent pas pour venir piller nos savoirs, nos savoir-faire, nos brevets, etc. D'accord ? Sachons juste que la France fait partie, malheureusement, des pays les plus pillés, au moins en Europe, si ce n'est dans le monde. Donc ça pose quelques questions en matière de culture, de protection des secrets. Ça, c'est le premier point. Et donc, du point de vue de la recherche, soyons attentifs, soyons vigilants sur le fait que tous les travaux, quels qu'ils soient, notamment et en particulier lorsqu'ils concernent le numérique et la sécurité numérique, soient protégés au niveau. Donc c'est un petit message que je passe, pas d'inquiétude particulière, voilà, mais un message de vigilance qui me semble sain de rappeler. Au-delà de cet appel, le verre à moitié vide, il est là. Donc on est peut-être entre les deux, entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Tout simplement pourquoi ? Parce que nos adversaires vont très vite, donc ils sont très motivés, et probablement ils vont plus vite. C'est toujours le côté, vous savez, entre la défense et l'attaque, finalement. L'épée va plus vite que le glaive va plus vite que le bouclier. Ils ont toujours quelques coups d'avance. Il y a quelques ruptures technologiques en marche. On pense à l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, mais sachez que c'est une véritable préoccupation, notamment du côté de la recherche en cybersécurité, parce que ça va changer beaucoup de choses finalement. On parle également de cryptographie post-quantique, évidemment la 5G, mais bientôt la 6G. Bref, on a des ruptures technologiques majeures qui vont arriver là. Et quand je dis arrive, c'est pas dans 10 ans, c'est dans les quelques mois, quelques années qui arrivent et qui vont sans doute bouleverser à nouveau et démultiplier les risques. Donc là, on a quelques sujets également. Et peut-être pour terminer sur une note assez positive, c'est que finalement, si on prend notre destin en main, et si on le prend de manière collective, et c'est l'idée, puisque je vois quand même des professionnels et des chercheurs tous réunis aujourd'hui sur cette enceinte, donc on sait travailler ensemble, ça c'est la bonne nouvelle finalement.
Il y a une question de campus au pluriel. Hein. Il y a un campus national cyber qui a été ouvert du côté de la Défense au printemps 2022. D'accord ? C'est une excellente initiative. C'est un endroit, un lieu totem selon la formule consacrée, c'est de faire sourire Stéphane, je suppose, un lieu qui réunit le secteur public et le secteur privé. L'idée, c'est de mettre en relation toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui travaillent autour de ces questions de cybersécurité. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des lieux, des campus cyber territoriaux. Et donc, il y a un projet en Normandie qu'on ne peut qu'appeler de nos voeux, qu'on ne peut qu'encourager. Donc voilà, petit message de service aussi au passage. Œuvrons tous pour que ce campus cyber normand puisse émerger, puisse voir le jour, parce que ça sera sans doute un outil formidable pour nous tous, pour nos entreprises, pour la filière de l'enseignement supérieur de la recherche, pour justement valoriser nos connaissances, les développer et mieux se protéger collectivement. Dernier point, comme quoi j'essaye d'être raccord avec ce que je vous disais sur le côté teasing, je vous ai évoqué la directive NIS 2, donc Network Information Security en bon anglais, d'accord, donc sécurité des réseaux et de l'information dans sa version 2, qui va venir là également chambouler une partie de l'écosystème au sens très large, parce que si vous vous rappelez de mon introduction, je vous ai évoqué ces quelques centaines d'opérateurs critiques, publics comme privés, protégés, obligés de se protéger par la loi finalement. Cette directive NIS 2, elle, va venir sans doute augmenter le nombre de bénéficiaires de plusieurs milliers. Voire même on parle de dizaines de milliers, on ne sait pas très bien où va se fixer le seuil, mais en tout cas, ça va toucher sans doute beaucoup d'entreprises et pas que des plus grandes. Donc là aussi, il y aura sans doute un travail à réaliser tous ensemble pour aller améliorer, aider, parce qu'on peut aussi également supposer que nombre d'entreprises ne sont pas aujourd'hui suffisamment armées pour mettre en œuvre des obligations ou des mesures de cybersécurité. Bref, c'est un beau projet qui va arriver et qui va nous obliger, là aussi, dans le bon sens du terme, à travailler tous ensemble. Merci pour votre attention. Et pour conclure cette partie introductive, merci Eric. La transition est toute faite avec le domaine de Thibaut Douville, enseignant-chercheur en droit et directeur de l'Institut Canet de recherche en études juridiques et également co-auteur du magnifique et presque tout nouveau Code de la cybersécurité. Le prochain, l'actualisation est en cours puisque le droit s'actualise en permanence. Merci beaucoup, la vice-présidente, chère Elsa. Plaisir de vous rencontrer ce soir au milieu de ce panel absolument magnifique. Quelques mots sur les aspects juridiques de la cybersécurité, parce que c'est vrai quand on pense cybersécurité, on pense à des choses très concrètes, un système d'information bloqué, un hôpital qui ne peut plus accueillir de patients. On ne pense pas forcément aux aspects juridiques. Quelques mots pour vous décrire les grands mouvements, la grande dynamique en matière de cybersécurité. Si on regarde 35 ans en arrière, était adoptée la loi Godefrein. C'était la première loi qui s'intéressait à la sécurité des ce qu'on appelle des systèmes de traitement automatisé de l'information, des stades. Il y a 35 ans, l'approche retenue était une approche répressive. On cherchait à sanctionner les auteurs d'atteinte au stade, au système de traitement automatisé de données. Depuis, tout a changé. La société se numérise, on constate tous ce mouvement, et le législateur, comme l'a dit Eric Hazan, a adopté une approche qui n'est plus une approche répressive, mais préventive. On peut effectivement, comme marqueur, c'est la date de 2013, la loi de programmation militaire adoptée en 2013. Une nouvelle loi de programmation militaire est en cours de discussion et va conduire à l'adoption de nouvelles mesures en matière de cybersécurité. 2013, on était parmi les premiers, et évidemment, cette loi de programmation militaire a changé un petit peu la vision qu'on pouvait avoir du cyber-risque dans une logique préventive. L'Union européenne a suivi quelques temps plus tard avec la directive Nice 2016, applicable en 2018, transposée dans les États membres donc quelques temps plus tard. Et puis d'autres textes, bien d'autres textes, un règlement sur la question de la certification en matière de cybersécurité des produits et services qu'on utilise. Donc l'objectif étant de favoriser la circulation des produits et services certifiés cyber. Et puis une densification normative qui continue son chemin avec l'adoption de nouvelles dispositions
interne européenne. Très récemment, 22 décembre 2022, l'adoption de la directive Nice 2, dont parlait Eric et dont je dirai quelques mots dans un instant, mais aussi d'autres instruments européens qu'il faut avoir en tête. Un règlement européen sur la résilience des opérations numériques dans le secteur financier, le règlement DORA, une révision d'un ensemble de directives applicables au secteur financier pour mettre à niveau les dispositions concernant le risque cyber, et puis l'adoption d'une directive concernant la résilience des entités critiques qui vise à anticiper tous les risques systémiques qui ne sont pas seulement le risque cyber, mais aussi les risques environnementaux, climatiques, physiques. Et la cybersécurité est un élément, une composante de ces risques systémiques. Donc l'objectif du législateur européen, c'est d'obliger les acteurs économiques et publics à adopter une approche globale des risques. La cybersécurité en est un aspect. Et puis, simplement pour prolonger ce que disait Eric Hazan, directive Nice 2, applicable, donc transposée dans les États membres en principe avant le 17 octobre 2024, donc c'est demain, le 17 octobre 2024, et une directive qui change tout. Qui change tout parce qu'elle s'appuie sur des secteurs d'activité qui antérieurement étaient déjà visés dans la fameuse directive Nice 1, transport, santé, finance, etc., mais qui, étant le champ personnel, les acteurs visés, ce ne sont plus seulement certains acteurs, les opérateurs de services essentiels, donc désignés par l'État, mais ce sont toutes les entreprises autres que les petites entreprises. Et évidemment les acteurs publics, de telle sorte que le champ des acteurs visés devient extrêmement large, avec des dispositions qui vont modifier la gouvernance des entités publiques, privées, puisqu'il faudra introduire la cybersécurité comme composante de la gouvernance et comme élément de formation des acteurs des entreprises, tant au niveau de la direction que des intervenants, que des employés, salariés, fonctionnaires. Évidemment, le changement de regard est total. Merci. Merci Thibaut. Je vous propose de passer à la deuxième partie, une partie table ronde, questions que je vais poser à nos intervenants spécialistes, comme vous pouvez le constater, et je les laisserai se présenter au fur et à mesure de leurs interventions. Et avant d'évoquer la question de la prévention, puisque c'est aujourd'hui l'optique qui est envisagée, je voudrais entrer dans le vif du sujet par une mise en situation. Voilà. Je suis en train de travailler et ça s'affiche sur mon poste. Je fais quoi ? Et est-ce que je dois faire la même chose si je suis chef d'entreprise, fonctionnaire, salarié, auto-entrepreneur, tout seul dans mon coin ? Voilà. Je dois répondre. Comme il est proposé, je vais d'abord peut-être me présenter pour savoir à qui vous avez affaire. Donc, je suis Stéphane Bresson et je pilote au sein de l'Agence de développement pour la Normandie, donc un établissement qui dépend de la région, le dispositif qui a un kimono là-bas avec un numéro d'appel. Donc, le premier niveau de réponse là, face à l'écran que vous avez vu apparaître, c'est peut-être de dire appelez-nous. Donc, c'est déjà une réponse assez opérationnelle. Alors, peut-être pour illustrer ou en tout cas pour expliquer cette réponse, appelez-nous, peut-être une remise en contexte, que fait cette structure, pourquoi elle est là, etc. Si vous regardez bien, donc on parle de cybersécurité, vous savez, antérieurement, beaucoup, on parlait il y a encore quelques années, en fait, j'ai attrapé un virus, quoi. En gros, c'était à peu près ça le truc. Et si vous replongez il y a 3 ans, près 2020, oui, février-mars 2020, il y a peut-être autre chose que dans l'esprit du virus qui est tombé dessus. Et en termes de stratégie, qu'est-ce qui a été mis en place par l'ensemble des intervenants, l'État, la région, etc. C'est quelque chose que vis-à-vis du virus Covid, c'était tester, alerter, protéger, guérir, vacciner, etc. Finalement, dans la cybersécurité, on est un peu dans la même démarche. Donc c'est ça ce qu'on peut déjà retenir, sachant qu'il y a peut-être moins de législation sur le virus Covid, quoique, mais n'empêche qu'on est un peu dans la même démarche. Donc à partir de là, vous avez vu que ce qu'a présenté Eric, c'est que il existe au niveau national au moins 2 structures pour venir en aide à certaines populations. L'ANSSI, l'ANSSI et la NSSI, je dis les 3 comme ça. Plutôt, Eric l'a expliqué, pour des structures d'intérêt vital pour la France, donc en général plutôt des grosses entreprises, des grosses structures, des centres hospitaliers, etc. Et à l'autre bout de l'échelle, si je peux dire, le grand public, les toutes petites structures, les TPE, etc., vous avez, ça a été cité aussi, cybermalveillance, qui est là. Bon.
Et le constat qui a été fait il y a maintenant 2-3 ans, c'est-à-dire que et pour tout le reste, en tout cas des personnes morales, on va dire, hein, des TPE, donc petites entreprises, des PME, entreprises moyennes, les grandes, dites type ETI, ou les collectivités petites et moyennes, finalement, il n'y avait pas effectivement de réponse adaptée, on va dire. En tout cas, il n'y avait pas un endroit où ces structures-là pouvaient s'adresser. Donc l'ANSSI s'est dit il faut qu'on trouve une réponse à ça. Et pour s'adresser à ce genre de cible, l'idéal c'est aussi d'avoir des réponses de proximité. Hein, parce que si même une ETI, mais qui était une PME ou une TPE il y a encore quelques années, je regarde une entreprise dans la salle en particulier qui fait de la quincaillerie pour l'artisanat, elle se reconnaîtra. C'est vrai que vaut mieux avoir des réponses dans ce genre de trucs qui soient sur le terrain de proximité plutôt que d'aller s'adresser à des gens à Paris. Hein, ça sent un des inputs aussi qu'on avait en tête. Donc l'ANSSI s'est tourné vers l'ensemble des régions il y a maintenant 2 ans pour dire et si on mettait en place effectivement un dispositif à destination de ces cibles-là pour leur apporter une réponse au moins sur la partie vous êtes attaqué, qu'est-ce que je peux faire? Donc plutôt sur une partie un petit peu, on va dire, curative, hein, dans mon schéma du virus qui nous attaque. Donc c'est ce qui a été fait, hein, donc, et c'est pour ça que nous avons mis en place au sein de la région Normandie, via son agence de développement l'ADN, nous avons mis en place ce centre d'appel. Donc c'est un centre d'appel, donc déjà vous avez des opérateurs humains qui peuvent vous répondre, et ce centre d'appel il est disponible au moins 1 heure ouvrée. Et il vous permet d'avoir un interlocuteur qui va vous orienter. D'abord, qui va essayer de comprendre ce qui vous arrive. Parce qu'effectivement, face à l'écran qu'on a vu tout à l'heure, qui est toujours à l'écran, oui, je pense que beaucoup de gens sont extrêmement démunis. Donc déjà, on va essayer de traduire un petit peu avec les personnes qu'on a au téléphone, de dire, bon, on voit à peu près ce qui vous arrive, on va vous expliquer. Et on va vous proposer d'avoir déjà, on va dire, quelques gestes réflexes. Alors si je fais toujours mon parallèle avec le médical, là on est sur le bord de la route, il y a le SAMU qui arrive, qui vous dit on va prendre la position latérale de sécurité, c'est à peu près ce qu'on va vous proposer dans ce centre Normandie Cyber, c'est au moins de vous aider à faire les premiers gestes qui vont au moins vous mettre un petit peu en premier niveau de protection. Et si l'incident est vraiment suffisamment grave à dire pour que ça nécessite une intervention plus lourde, deuxième étape, on va vous mettre en relation avec des prestataires privés cette fois-ci, hein, parce que tout ce que je vous parle en amont, c'est la région, donc c'est le service public, donc tout ça est gratuit. Mais si cela nécessite une intervention plus technique, on va dire, ou plus organisationnelle, on s'est affilié avec un certain nombre de prestataires, effectivement certains sont dans la salle, donc je les salue aussi, qui vont prendre le relais et qui vont aider l'entreprise ou la petite collectivité à résoudre ce sujet. Donc voilà, deuxième étape, on passe la main, on va dire, à des prestataires. On n'abandonne pas la victime, puisqu'on suit l'affaire. Et on regarde ensuite, une fois que le problème est résolu, à revenir dans l'entreprise ou la collectivité pour lui proposer ensuite d'avoir un parcours d'accompagnement pour qu'elle monte en maturité vis-à-vis de ce sujet de la cybersécurité. C'est-à-dire, bon, vous avez une première expérience, en espérant qu'elle ne soit pas trop malheureuse. Je rappelle quand même que alors les proportions, les pourcentages varient un petit peu hein, selon la police ou les organisateurs, mais vous avez quand même un nombre significatif d'entreprises qui subissent une attaque et qui, du coup, mettent la clé sous la porte. Voilà, je vais dire, il faut quand même avoir ça en tête. Hein. C'est pas, j'allais dire, on rigole pas dans ce sujet-là. Il y a quand même des vrais impacts et des vrais effets plutôt compliqués. Et donc, on se dit, si l'entreprise a déjà subi un petit peu quelque chose et qu'on a quand même réussi à résoudre le problème, l'idéal, c'est ensuite de l'accompagner, de l'entraîner, de lui apprendre, de regarder l'état dans lequel elle est pour faire en sorte qu'elle ait une démarche d'amélioration continue de la cyber. Donc, c'est ce qu'on propose aussi dans ce centre ensuite, hein, dans Normandie Cyber, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités à avoir ensuite une démarche de faire mieux la prochaine fois, si on peut dire ça comme ça aussi. Parce que vous savez, il y a une phrase rituelle dans cette présentation-là, c'est pas est-ce que je vais être attaqué, mais c'est plutôt quand. Et quand c'est que je vais être attaqué une première fois, et puis comme le Covid, hein, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Ou bien, moi je ne suis pas attaqué, mais mon voisin l'est, donc cas contact, ça, le virus, eh bien je peux aussi l'avoir. Donc il y a plein de situations qui fait que de toute façon, il vaut mieux que je m'y prépare. Et donc comme tu le disais aussi, Thibaut, c'est vrai que les démarches d'anticipation et de se préparer sont aussi des choses importantes. Donc c'est ce qui se fait, c'est ce que les pouvoirs publics qui, à travers la région aussi, ont fait pour installer des réponses de proximité, encore une fois, un peu à l'ensemble de la chaîne de valeur entre l'anticipation, le curatif et puis l'accompagnement à tout ça pour vous aider.
Et peut-être pour finir d'illustrer, hein, je vais juste vous dire, aujourd'hui, j'ai 3 appels sur ce temps d'appel aujourd'hui. Le premier cas, c'était finalement une personne grand public qui venait de se faire... Enfin, ça datait du 1er avril. Alors sur le coup, j'ai cru que c'était une blague. Mais a priori, le 1er avril, elle a pu identifier la date, elle s'est fait pirater un compte de messagerie, ce qui fait que la personne a récupéré ses comptes Facebook et actuellement en train d'occuper joyeusement son compte Facebook pour dire des choses qu'elle ne souhaite pas. Et donc, la question qu'elle nous posait, c'est de dire il faut que je dépose plainte parce que derrière ça, effectivement, il y a une démarche aussi. C'est un autre aspect de la régulation juridique, je dirais. C'est effectivement, ce sont des démarches malveillantes. Donc, il y a une nécessité du dépôt de plainte. Donc, elle nous posait la question de comment faire. Est-ce qu'en proximité, au commissariat d'Hérouville, pour vous dire la question précise, est-ce que ça peut se faire? Et pour faire aussi une petite blagounette, mais dans ce sujet-là, que fait la police? La police et la gendarmerie font beaucoup, sachez-le aussi. Ils sont aussi là pour vous aider, et aussi bien sur ce dépôt de plainte que d'ailleurs sur la démarche de sensibilisation. La gendarmerie nationale, et surtout dans le Calvados d'ailleurs, est très très présente sur le terrain. Donc, premier cas, oui, le grand public, on va dire, qui est un peu démuni parce qu'on est en train d'occuper son site, sa page Facebook à des fins pas très honnêtes. Deuxième situation, je vous rappelle qu'on normalement s'occupe des PME, des collectivités moyennes, etc. Deuxième situation, j'ai un maire entre l'Eure et l'Orne, dans un coin où il y a une zone blanche. En plus, il ne pouvait pas m'appeler avec un téléphone mobile parce qu'il est en zone blanche. Donc tout allait bien. Et qui me dit, mais bon, moi, je ne suis pas attaqué, mais j'ai mon prestataire qui me vend le photocopieur. Je ne vais pas citer la marque, mais enfin, qui me dit, je vous proposerais bien une prestation pour faire... Alors, il me disait, je comprends rien, pour faire du cloud, de la sauvegarde, machin. Donc, deuxième exemple de ce qu'on peut apporter, c'est effectivement apporter un peu de conseils, d'accompagnement pour ce maire de ce village de 219 habitants exactement, qui me dit, moi, je ne sais pas, vis-à-vis de ces sujets-là, je ne sais pas comment aborder la chose. Tout ce que j'ai compris, c'est que je risque de me faire attaquer, et que si c'est le cas, ça peut être ennuyeux, parce que vous me direz, qu'est-ce qu'une mairie de 219 habitants a à protéger? Et je reviens à ce que disait Eric, tout le monde a des choses à protéger. Vous avez les registres des votants, quoi, en gros, à la mairie. Donc ça, c'est de la donnée qui a une certaine valeur. Donc la mairie peut tout à fait se faire attaquer, d'autant plus que c'est une toute petite structure, donc d'autant plus faible, plus facile à attaquer que d'attaquer Thalès ou Atos. Donc sachez que les attaquants sont un peu feignants, si j'allais dire. Donc, en fait, ils vont plutôt attaquer des maillons faibles que des maillons forts. Donc, voilà, deuxième exemple, une petite mairie. Et une troisième exemple, une PME autour de Caen, qui en fait, avait compris que le sujet le concernait et qu'elle devait faire un parcours pour se protéger. Et donc, nous appelait aussi pour savoir, mais est-ce qu'on peut m'aider d'un point de vue financier ? Ce que la région fait aussi. Donc nous avons aussi des dispositifs financiers, sachez-le, pour les PME qui sont présents dans la salle. On peut aussi accompagner, parce que c'est important, on peut avoir une stratégie, la région a une stratégie cyber tout à fait globale, dans laquelle s'inscrit le campus, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la région aussi accompagne effectivement ces entreprises à se protéger, et l'accompagnement peut aussi aller sur un aspect financier. Voilà, j'ai un peu creusé le sujet, j'ai pris un peu de temps, mais voilà un peu tout ce que peut vous apporter ce numéro qui se résume ici derrière moi. Merci. Est-ce qu'il y a un complément sur ce sujet des premiers réflexes ou voilà déjà. Donc voilà, ça c'était la mauvaise surprise du matin ou du soir ou du midi quand on revient et qu'on rallume le PC. Bon, on préfère tous éviter les mauvaises surprises et donc tu as commencé à parler de la question voilà de la prévention. On a déjà évoqué cette question puisque c'est aujourd'hui donc la perspective, la stratégie adoptée. Et alors concrètement, cette cyberprévention, elle en fait, elle a plusieurs aspects. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects organisationnels, il y a des aspects juridiques. Voilà, comment ça passe la prévention? Quelles sont les mesures de prévention prioritaires à mettre en œuvre dans une structure? Si on commence par le technique. Donc bonjour à tous, moi je suis Christophe Sommerger, moi je suis professeur en informatique à l'ENSICAN et directeur du laboratoire grec.
Alors, je vais parler un peu de technique, hein, on me demande de parler de ça. Donc, effectivement, on vit tous dans un monde digital et on se rend compte que, effectivement, une attaque peut avoir une incidence très forte sur un particulier ou sur une entreprise. Quand vous achetez une maison, la première chose que vous faites, bien souvent, c'est de vérifier que vous avez bien les clés pour fermer la maison, même si potentiellement vous auriez laissé la porte ouverte. En tout cas, peut-être qu'il y aurait eu peu de chances d'être attaqué. Donc en fait, effectivement, il y a toute une prévention qui doit faire dans le monde numérique, qui est la même chose dans le monde physique, hein, qui va passer souvent par une sorte de politique, hein, qui va permettre de garantir que on va non pas éviter les attaques, parce que ça, il faut arrêter aussi de penser que on peut éviter toutes les attaques. On va évidemment minimiser le risque d'attaque et minimiser l'impact de cette attaque. Donc, comme dans tout domaine, hein, il faut avoir une certaine hygiène de vie, hein, et donc d'avoir un certain nombre de règles. Alors, on pense tout de suite attaque malveillante, etc., mais pensez à quelque chose, hein, votre ordinateur tombe en panne, vous perdez vos données, ça peut être quelque chose de très problématique. Donc, dans la cybersécurité, il y a aussi, par exemple, tout un volet disponibilité de vos ressources. Et donc, évidemment, il doit y avoir une hygiène dans votre vie, hein, de sauvegarde, de ce genre de choses, qui, dans certaines organisations, sont évidentes, hein, et dans d'autres pas forcément. Et on voit bien que perdre ces données, ça peut être évidemment problématique, hein, pour une entreprise. Ensuite, il y a tout un ensemble d'outils, hein, qui vont permettre de sécuriser votre savoir-faire, vos données, hein, qui vont évidemment reposer sur des choses qui vont tourner autour de la cryptographie, hein, sur lequel évidemment il y a tout un ensemble d'outils et de recherches sur le sujet, des protections d'accès, hein, d'accès à des ressources comme des mots de passe, et on espère tous essayer de supprimer ces mots de passe qui sont très intéressants pour des machines mais très peu pour des humains. Sinon on va tous utiliser le même mot de passe, et on sait très bien que ça c'est dangereux. Souvent je fais des petites démos sur ça, comment on peut récupérer votre mot de passe, et surtout comment on peut voir que bien souvent vous utilisez un ou deux mots de passe dans votre vie courante. Donc tout ça, il y a des outils, hein, qui existent, simples, hein, ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe par exemple, mais il y a plein d'autres outils qui vont vous permettre de chiffrer et de protéger vos données pour que, en cas de perte, on ne puisse pas accéder à ce contenu. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment très importantes, dont les gens en général ont une connaissance assez moyenne, et ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné très très tôt à nos enfants, parce que ils vivent dans un monde digital et ils n'ont pas conscience des risques, et pourtant il y a des outils, hein, qui existent, dont certains d'ailleurs sont préconisés par la NSSI, hein, dont certains codes sources sont disponibles, et qui sont certifiés par la NSSI et que chacun peut utiliser, bien souvent gratuit, mais que les gens n'utilisent pas par méconnaissance. Donc ça, sur le volet technique, on pourrait vous faire, il y a des formations là-dessus, hein, mais il y a énormément de choses qui existent et qui sont enseignées, mais qui, à mon avis, devraient être enseignées très très tôt, parce que les gens n'ont pas conscience de ça. Alors peut-être, je sais pas, sur la partie management juridique. Alors, sur la partie juridique, Elsa parlait à juste titre tout à l'heure de ces mesures techniques organisationnelles. Quand on est une administration, une entreprise qui traite des données, il y a une multitude de législations qui, au-delà de la cybersécurité, imposent l'adoption de mesures techniques et organisationnelles visant à assurer la sécurité, hein. On pense évidemment aux droits des données à caractère personnel. Et cette sécurité, la lutte contre le cyber-risque recouvre, et ce que tu disais était très, très, très juste, hein, Christophe, non seulement des atteintes qui sont volontaires, mais aussi des pertes qui sont totalement involontaires. Le fait pour une structure, pour un data center, de ne plus avoir d'électricité, c'est quelque chose qui est involontaire. Une ligne électrique peut être coupée, un générateur de secours peut ne pas fonctionner. C'est un incident cyber, puisque la disponibilité des données est atteinte. De la même manière, un salarié qui perd une clé de chiffrement dans une clé USB, c'est possiblement un incident cyber, de telle sorte que le champ est très large, et le champ des mesures couvre non seulement les aspects techniques, organisationnels, mais aussi de formation, on en a déjà parlé, d'acculturation,
plus ou moins poussées en fonction de l'activité exercée, mais qui est fondamentale pour garantir une bonne hygiène informatique et surtout une bonne prévention contre la cybersécurité. Je pense à l'ANSSI qui promeut ce besoin d'acculturation à la sécurité numérique et évidemment c'est absolument fondamental. Juste peut-être pour préciser, on parlait code de la cybersécurité, donc voilà le volume des textes, alors commentés, mais et la deuxième édition actuellement en préparation double en termes de volume, c'est pour vous montrer la densification des normes en matière de cybersécurité et donc nécessité des organisations de s'adapter. Puis il y a des questions complémentaires, par exemple l'assurance du cyber-risque, est-ce qu'on peut assurer un risque cyber? Les politiques en matière d'assurance sont très, très variables, très diverses. Lorsque des assureurs acceptent de couvrir ces risques, ils mettent en place généralement des conditions, c'est-à-dire des exigences préalables pour que la garantie fonctionne, notamment en matière soit de certification par rapport à certaines normes techniques ou de respect de certaines exigences qui sont des conditions pour que la garantie assurantielle soit assurée et qui contribuent à la diffusion aussi des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et donc, oui, voilà, peut-être sur les certifications et sur le... 1, 2, 6, c'est bon. Merci beaucoup. Un petit complément de tout ce qui a été dit pour être assez concret finalement. Thibaut Douville a parlé très justement d'hygiène informatique. Personnellement, c'est un terme que j'ai toujours eu un petit peu de mal. Donc finalement, mais voilà, pour des questions diverses. Avant d'être technique, juridique, organisationnel, et ça s'adresse vraiment à vous tous, y compris aux plus jeunes, parce que je vois on a vraiment quelqu'un de très jeune dans le public, effectivement. Non, mais c'est très bien, au contraire. Je souhaite qu'on ne l'ennuie pas avec tous nos propos. L'idée, c'est avant tout, c'est que c'est du comportement, d'accord ? Parce qu'on a tendance à dire, et là c'est vraiment une vision d'expert finalement, que si on mettait en œuvre toutes nos bonnes pratiques, nos recommandations, l'état de l'art finalement qu'on connaît, l'ANSSI vous propose vraiment l'état de l'art, en fait, c'est pas qu'il n'y aurait plus de risque, mais on abaisserait très très fortement le niveau de risque. En fait, tout se joue au niveau humain, très clairement. D'accord ? Enfin, si on exclut cette partie technique qui est son importance, bien évidemment, je ne l'exclus pas, mais on imagine à les traiter. Le comportement, il va faire la différence. On parle très souvent, on parlait encore ces dernières années, je l'entends encore de temps en temps, mais je trouve que là aussi c'est très peu optimiste finalement. On parle de maillon faible, donc c'est-à-dire l'utilisateur. L'utilisateur est un maillon faible si on le laisse être un maillon faible. C'est-à-dire qu'il y a une question de responsabilité, autant des dirigeants d'entreprise que des élus, on va être très clair là-dessus, que de qui que ce soit et de nous-mêmes. De toute façon, on doit être responsable vis-à-vis de ces risques du numérique. On l'a bien vu jusqu'à présent. Et être responsable du numérique, ça commence par une chose notamment, ça commence par les réseaux sociaux. D'accord ? Et donc là, je vous pose vraiment, posez-vous la question vous-même, quelle est votre utilisation des réseaux sociaux ? D'accord ? Est-elle une pratique à risque ? Peut-être n'utilisez-vous pas les réseaux sociaux, ça m'étonnerait fortement finalement. Pourquoi je vous l'indique ainsi ? Parce que, et là ça rejoint mon propos introductif sur le problème de culture que nous avons en France, d'accord ? Nous sommes trop bavards, beaucoup trop bavards. Non mais je vais même être relativement provocateur, c'est des collègues du côté du ministère de l'Intérieur, pour tout dire de la sécurité intérieure, un de mes collègues qui dit comme ça, il dit « Les Japonais disent de nous, donc des Français, que nous mettons 7 à 8 ans pour apprendre à parler finalement, et toute une vie pour apprendre à nous taire. » Et je pense que c'est très juste finalement. Donc ça renvoie à notre pratique des réseaux sociaux. On peut les utiliser, encore faut-il connaître les risques. Et d'autant plus quand on est étudiant, quand on fait des travaux de recherche, attention à ce que l'on peut dire, bien évidemment. Et quand on est salarié ou agent du public, attention aussi aux éléments que l'on peut mettre à disposition de manière publique. Parce que là, je peux vous assurer que des cas d'attaque documentés qui ont commencé, c'est de l'ingénierie sociale, ça s'appelle comme ça, à travers ce qu'on appelle un environnement, donc de la prise d'informations via les réseaux sociaux, on en a beaucoup et beaucoup trop. Voilà, donc le comportement, il commence tout simplement par là, l'utilisation des réseaux sociaux et le fait que nous soyons plutôt discrets, tout simplement. Donc si je peux me permettre 2 commentaires. Un premier commentaire sur la discrétion. Il y a une des typologies d'attaques qui concerne beaucoup les entreprises, dont on ne parle pas beaucoup dans la presse, mais qui est très très importante en termes de volume pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle l'attaque au président.
Simplement, une personne se fait passer pour le PDG de l'entreprise et organise un virement financier sur un compte, évidemment offshore, plutôt dans un pays de l'Est. Et ceci se fait en essayant de convaincre, par exemple, une assistante de direction d'assurer ce virement. Et comment ça se passe? C'est en donnant des informations, en disant « Je suis bien le patron qui est en train de te parler, parce que je peux donner quelques informations. On a fait ceci à tel instant, on a fêté ça ensemble à Noël, etc. » Et effectivement, toutes ces informations-là, en général, on les trouve sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a raconté sur un Facebook, etc., qu'on a effectivement on a fait la fête de Noël de l'entreprise ensemble, qu'il s'est passé telle chose, etc. Donc ça fait partie de cette ingénierie sociale, effectivement, qui est extrêmement utile pour les attaquants. Et puisqu'on parle de comportement et d'hygiène, il y a une autre chose que je voulais dire, puisque c'est un comportement, ne pensez pas que c'est complètement inné. Donc une autre démarche d'hygiène forte, c'est effectivement c'est de s'entraîner. De dire, n'attendons pas d'être attaqués, faisons des exercices. Vous savez, on subit tous dans nos instances, il y a la sirène qui sonne, exercice incendie. Bon, on le fait, on le pratique pour voir, au moins une fois on l'aura fait, on voit à peu près comment ça se passe. Mais pour la cyber, c'est un peu pareil. Entraînez-vous. Apprenez à changer vos mots de passe rapidement, ou bien avoir des techniques de changement de mot de passe. Que se passe-t-il si je perds mes données effectivement? Je sais les retrouver parce que je les ai mis à plusieurs endroits où je dois les retrouver. Faisons des exercices comme ça. Et ça tient aussi d'une démarche plutôt managériale, on va dire, dans une entreprise en tout cas, d'avoir conscience qu'il faut faire aussi ce genre d'exercice. Donc pensez aussi effectivement à vous entraîner, à installer des cellules de gestion de crise. Par exemple, ça me tombe dessus l'attaque, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a rien prévu, c'est très compliqué. Je peux vous raconter l'anecdote, une association de Caen qui fait de l'aide à la personne. L'association, c'est 370 salariés quand même. Oui, c'est pas la petite association. L'attaque a eu lieu le 14 août. C'était un dimanche. Donc le lendemain, c'est le 15 août, c'est férié. Enfin, vous imaginez le truc. Il a fallu rappeler d'urgence le DSI qui était en vacances à l'autre bout de la France, etc. En réalité, pour une rançon qui était demandée de 20 000 € de mémoire, ça a coûté au moins 60 000 € à l'association qui ne les avait pas, association à but non lucratif, etc. Et la récupération des données, s'ils devaient l'avoir fait, ça leur a coûté 900 000 €. Et simplement, ils étaient en train peu à peu de s'entraîner, sauf que l'attaque s'est déclenchée un peu trop tôt, et ce qui fait que quelques mois après, sans doute, ils auraient été plus prêts. Et ils se sont rendus compte. Donc, ils s'étaient donné un an pour bien se préparer. Et toutes les démarches finalement de réseau de tout ça, etc., ils l'ont fait en 15 jours. Quoi. Donc, mais vous voyez, cette démarche, pourtant qu'ils avaient entamé de commencer à s'y préparer, à s'entraîner, etc., ça aurait pu les aider, très clairement. Mais c'était un peu trop tard. Donc c'est pour ça, anticiper, je crois que c'est le principal terme qu'il faut avoir là-dedans. Tester, alerter, protéger, rappelez-vous. C'est vraiment ça. Et puis vacciner un petit peu aussi, parce que ça peut servir. Merci. Alors on voit bien que c'est une préoccupation, la plupart des dirigeants d'entreprise. On commence à être tous sensibilisés. Les médias parlent de cyberattaques, et pourtant on constate encore quand même que le niveau de protection il est faible. Alors on parlait de maillon faible, l'enjeu de la formation et de la formation aussi de tout le monde. Et dès le plus jeune âge, on est bien d'accord, c'est de transformer le maillon faible en maillon fort, justement, en ayant finalement un bouclier humain aussi face aux cyberattaques. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que le niveau soit encore si insuffisant? Quels sont les freins aujourd'hui à la mise en place de mesures de protection? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Voilà, pourquoi cette association ne l'a pas fait plus tôt? Peut-être parce qu'elle était petite et qu'elle ne se sentait pas, petite parce concernée. J'ai tenté un début de réponse, mais ça sera complété par vous tous. Déjà, il y a un phénomène de double peine. On parle d'électronisme, c'est un terme un peu technique. Notamment, il y a à peu près 20% de la population qui est en grande difficulté avec l'usage du numérique. D'accord. 20%, c'est plus de 10 millions de Français, d'accord. Et c'est une difficulté parce que cette population, elle est déjà fragile par nature, finalement, et très souvent, elle fait partie des victimes de malveillance numérique. Donc c'est pour ça que je parle de double peine. Donc déjà, il y a finalement ce déficit, ce défaut de culture de l'utilisation de l'outil numérique dans ses bonnes pratiques. Et on ne parle même pas encore de sécurité, quoique on y arrive finalement. Ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, c'est cet enseignement qui viendra sans doute, très probablement, au plus jeune âge. On peut se poser la question, c'est quoi le plus jeune âge? J'aurais tendance à dire, mais dès qu'on peut, finalement, dès que nos enfants sont en âge de comprendre, à 3-4 ans, ils comprennent beaucoup de choses, finalement. C'est peut-être de commencer à leur expliquer un petit peu, au-delà des risques très nombreux dans la vie, bien sûr, les risques avec les écrans. Ça, c'est un premier point. Donc on peut le faire là.
Je sais que l'éducation nationale y travaille aussi depuis des années. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais sans doute qu'à un moment donné, on y viendra, au moins au collège, si ce n'est en primaire. Ça, c'est le premier point. Donc une question de formation. On parle d'éducation, voilà, j'ai plutôt ce côté formation. De la sensibilisation massive, ça c'est très clair aussi, parce qu'on le redit, toutes et tous, nous sommes concernés. D'accord ? À un moment donné, on sera en capacité soit de déjouer une attaque, soit au contraire de la favoriser. Potentiellement statistiquement, en fait. C'est vraiment. Donc, sensibilisation massive, donc ça peut passer par des outils très nombreux qu'on peut imaginer, qui existent déjà. Je pense à un MOOC notamment, l'ANSSI promeut un MOOC, mais pas que. Et le MOOC, ça prend du temps, ça demande du temps disponible, etc. Et tout. Il faut trouver d'autres formules qui soient adaptées aux uns et aux autres, très clairement. Il y a des interrogations, des réflexions sur le fait, par exemple, de mener des campagnes nationales. Je sais que mon précédent directeur général lui aurait souhaité que la cybersécurité soit grande cause nationale, vous savez, comme le cancer, comme la lutte contre le cancer, ce genre de choses. Peut-être on y viendra aussi. Donc voilà, restons optimistes sur ce fait-là. Et puis voilà, je pense que l'utilisation, effectivement, l'explosion de l'utilisation de l'outil, notamment lié à Internet, il a été peu accompagné de l'utilisation de ses usages. Donc c'est là, à mon avis, où il y a ce frein et cet axe d'amélioration très fort. Voilà une partie de la réponse. Je ne sais pas faire, mais je l'explique à mes collègues compléter. Je vais compléter sur un angle très pragmatique, en tout cas pour une entreprise, une collectivité. La cyber, ça coûte. Ça coûte, et je vais reprendre l'exemple de mon maire là, qui m'a appelé aujourd'hui, qui me disait, mais vous comprenez, la société qui me propose un truc, là, elle me propose de faire toutes mes sauvegardes, tout ça pour 160 € par mois. Si vous imaginez le budget d'une mairie de 219 habitants, c'est beaucoup. 160 € par mois, ça vous fait à peu près 2000 € à l'année. C'est une bonne part du budget, finalement. Donc le problème dans une entreprise, c'est, en général, une entreprise, je regarde, les chefs d'entreprise calculent le retour sur investissement lorsqu'ils font un investissement. Sauf que le retour sur investissement, comment voulez-vous le calculer ? Bon, alors maintenant, je regarde une grande entreprise qui fait la distribution de quincaillerie et je leur dis, si maintenant l'attaque vous bloque la distribution de vos produits aux artisans pendant 15 jours, donc en perte d'exploitation, ça va coûter combien ? Et c'est ça que commencent à jouer les assureurs aussi en disant, effectivement, dans ce retour sur investissement, il faut l'anticiper aussi en disant, mais si ça me tombe dessus, combien ça va me coûter en termes de perte d'exploitation, en termes de les gens qui ne travaillent plus dans 8 à 15 jours. Je peux vous dire, à la région, on a été attaqué, tout comme quand la mer, ça a été en septembre. Ils sont encore en train de remettre les choses en place. Nous, à la région, c'était un tout petit peu plus vite. On est revenu tout à fait à la normale. Je peux vous dire, ça date de lundi. En gros, l'attaque, c'était le 8 décembre. Je me rappelle, j'étais avec Thibault en train de faire une conférence sur une estrade, encore une fois. Donc, vous voyez le délai, à peu près 4 à 5 mois pendant lesquels on ne travaille pas normalement. Et même dans une collectivité, vous savez, on calcule aussi un retour sur investissement, on a aussi de la perte d'exploitation vis-à-vis du grand public, etc. Donc, c'est le deuxième, je pense, frein aussi, c'est ce coût, parce qu'effectivement, tous ces investissements qu'il faut faire pour se protéger, ce sont des coûts parfois vraiment significatifs en termes technologiques, en termes d'organisation, en termes de compétences à intégrer dans l'entreprise, puisque ce qui serait aussi utile, c'est d'avoir effectivement un responsable de la sécurité informatique dans une entreprise. Et dans les PME, etc., on est loin d'en avoir une, d'avoir cette compétence, parce qu'effectivement, c'est une personne qui coûte elle-même assez cher. Donc voilà, je pense que c'est un deuxième frein aussi extrêmement important, qui fait que les entreprises, allez, pardonnez-moi l'expression, mais serrent un peu les fesses en se disant, bon, ça va peut-être me passer à côté. Mais non. Finalement, ce retour sur investissement, il se calcule par le coût de la non-attaque. Mais c'est en creux et par défaut, donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais à mettre dans la balance quand on calcule ses intérêts comme une assurance. Exactement. Je pense que c'est là qu'on a le. Alors on parlait d'éducation, de formation. Comment nous, nos formations du supérieur, que ce soit à l'école d'ingénieurs de l'ENSSI Caen ou à l'université de Caen, peuvent aussi répondre concrètement aux besoins des entreprises et aux besoins du territoire. Que propose-t-on à la Normandie ? Bon, en fait, ce que je peux dire, c'est que évidemment, au niveau formation, on va avoir des choses qui devraient être faites d'ailleurs avant même le bac, avant de rentrer dans l'enseignement supérieur. Enfin, je veux dire, dans beaucoup de pays, il y a des sensibilisations au numérique, voire à des éléments de cybersécurité qui interviennent très très tôt.
Après, effectivement, au niveau des formations qui sont dispensées au niveau de Caen, au niveau enseignement supérieur recherche, hein, vous allez avoir un continuum qui va, c'est la même chose au niveau européen, hein, ce qu'on appelle le continuum 3-5-8, licence, master. Et il ne faut pas oublier aussi le côté doctorat, hein, on a aussi ce volet-là. Donc au niveau licence ou au niveau but, je pense que Mathieu pourra en parler. Au niveau master, on a aussi des formations. Alors que ce soit sur, j'aime bien soit sur les sciences humaines, donc du côté juridique, soit du côté des sciences inhumaines, côté informatique ou mathématiques. Hein, faut pas oublier ce volet-là. Hein. Donc il y a des formations à l'université de Caen, soit en master en informatique, avec des choses qui vont être très proches des mathématiques. Hein. Faut pas oublier que les fondements de la cryptographie, ça reste les mathématiques, avec des choses qui sont en lien avec l'informatique. Et puis ensuite, il y a le doctorat. Et le doctorat, il y a tout un ensemble de choses qui vont concerner différents pans de la cybersécurité, hein, que ce soit d'ailleurs toujours pareil, hein, côté juridique ou côté informatique. Donc ça, il y a un vivier de gens qui sont formés sur les sujets, alors qu'ils ne sont pas compétents sur tout. De toute façon, un expert en cybersécurité n'est pas un expert sur tous les sujets, sinon c'est pas un expert. Donc il y a des spécialisations qui vont être liées aux différentes personnes. Et ça, c'est des personnes qui peuvent être mobilisées soit dans le cadre de stages, soit dans le cadre de recrutement, mais aussi parfois, souvent, hein, d'ailleurs, dans le cadre de projets étudiants. Hein, on a souvent des demandes de projets étudiants ou d'avoir des sujets donnés par des industriels ou pourquoi pas des collectivités. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, et d'essayer de motiver des jeunes à travailler dans le domaine de la cybersécurité, parce que déjà on en a besoin. On en a un grand besoin au niveau national, mais de façon plus générale pour l'industrie, parce qu'on est dans un monde digital. Hein, que plus on va avoir de choses dans le monde numérique, plus on va avoir besoin de personnes qui vont s'assurer que ce qu'on est en train de fabriquer dans le monde numérique soit résistant, soit à des attaques, soit à des problèmes involontaires, hein, qui peuvent évidemment toujours arriver. Donc voilà. Alors peut-être que Mathieu, puisque tu n'as pas encore parlé, je te passe sur la partie licence. Donc bonjour, moi c'est Mathieu Dien, je suis enseignant-chercheur en réseau télécom, enfin dans le BUT réseau télécom et au laboratoire YEC. Et donc le BUT, c'est le bachelor universitaire technologique, qui a remplacé le DUT, peut-être que vous connaissez. Donc on est passé de 2 ans de formation à 3 ans de formation. Donc nos étudiants, ils sont présents dans la salle. N'hésitez pas à aller leur parler à la fin une partie de nos étudiants sont présents dans la salle. N'hésitez pas à leur parler à la fin pour savoir un peu comment tout ce que je vais raconter se concrétise dans leur formation. Donc c'est une formation où il y a un peu les 2 pans, mais je dirais que la partie cyber est surtout sur la partie réseau et système, donc où on enseigne des bonnes pratiques sur la mise en place d'une infrastructure, par exemple, donc un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hygiène, enfin ce qui a été dit, mais au niveau de la mise en place de l'infrastructure d'un réseau dans une petite entreprise, par exemple, ça peut être, on peut dire, une mauvaise idée de mettre toutes les machines, tous les serveurs, et que tout le monde communique ensemble, au cas où une clé USB verrouillée est laissée introduite dans une machine, et à ce moment-là on peut imaginer une propagation de virus un peu comme le Covid ou ce genre de choses. Donc on a tout un pan sur la partie réseau, et sera ensuite aussi d'autres bonnes pratiques comme la sauvegarde, la mise en place de sauvegarde, et ensuite, alors je dirais pas une spécialisation, hein, mais plutôt une acculturation à la cybersécurité, avec la mise en place d'un parcours cybersécurité à partir de la 2e année, donc où on présente en fait les différents domaines de la cybersécurité qui peuvent être ensuite explorés dans des études plus approfondies. Donc avec la cybersécurité offensive, où là les étudiants se mettent dans la peau d'un attaquant et vont essayer d'aller voir les limites des systèmes d'information qu'ils ont mis en place, et de la cybersécurité plutôt défensive. Donc on va s'intéresser à paramétrer tout un tas de matériel ou de logiciels pour faire de la surveillance, pour
pour faire de la protection, une espèce de bouclier, des pare-feux, comme vous avez sûrement déjà entendu parler. Et aussi tout d'abord une formation aussi sur la partie organisationnelle, donc avec l'intervention d'intervenants du monde professionnel sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un audit, comment ça se traduit dans une entreprise, une partie sur la législation aussi, donc sur les normes et les standards, et aussi avec l'utilisation de guides, par exemple, développés à l'ANSSI, qui sont des documents de référence, voilà, pour la mise en place de systèmes sécurisés pour les étudiants et futurs techniciens ou ingénieurs plus tard. Donc, je redonne la parole à Christophe. Ouais, alors juste aussi en complément, sachez que les formations, c'est la formation en statut d'étudiant classique, la formation qu'on connaît tous. De plus en plus, il y a des formations par alternance, donc ça c'est évidemment très important et ça permet d'avoir aussi une acculturation du jeune avec l'entreprise et notamment dans le domaine de la cybersécurité. Puis il y a aussi la formation continue, donc pour les industriels, pour pouvoir former des gens qui sont salariés d'une entreprise et qui voudraient monter en compétence sur des nouvelles technologies ou ne serait-ce que déjà sur un côté, alors je vais reprendre le terme hygiène numérique, mais en tout cas d'avoir déjà des réflexes sur l'usage du numérique, parce que en fait, on voit bien que, par exemple, le Covid, vous demandez maintenant à un collégien s'il sait faire une visio. Tout le monde sait faire une visio, enfin, les collégiens, ils sauraient le faire. Bon, il y a 2-3 ans, avant le Covid, je pense qu'on aurait eu du mal à voir ça. Et on voit que l'usage du numérique, il évolue. On va avoir des pratiques et il faut quand même canaliser ça, parce que évidemment, ça ouvre aussi des menaces supplémentaires. Et donc, c'est très, très important de former nos jeunes, et puis les moins jeunes, évidemment, ça c'est la formation continue, mais à une bonne utilisation en sécurité de le numérique. Alors, j'imagine qu'on me donne le micro pour le volet juridique, enfin, je suppose. Alors, cybersécurité et droit, c'est vrai qu'on pense technique, on pense pas forcément droit. À Caen, on a la chance d'avoir un master droit du numérique, ce qui est le cas dans une douzaine d'universités en France. Master droit du numérique qui comprend toute unité d'enseignement sécurité numérique, dont cybersécurité, et qui a pour spécificité, et merci aux collègues du grec qui sont là, Gaëtan aussi, tu es là-haut, d'intervenir dans le master pour donner aux étudiants juristes qui évidemment apprennent les dispositions, prennent connaissance, raisonnent sur les dispositions qui existent, sur la cohérence des textes, et bien bénéficient d'une présentation du volet technique pour se rendre compte de ce que c'est, qu'est-ce que la sécurité numérique, qu'est-ce que la sécurité d'un système d'information, quels sont les principaux risques pour les systèmes d'information, et ce volet technique est complémentaire du volet juridique puisque ça permet aux étudiants d'être éclairés. Il y a peu de formations en droit de la cybersécurité en France parce qu'il y a très peu d'universitaires spécialisés en droit de la cybersécurité. On est 6 universitaires à piloter le code de la cybersécurité. On est une dizaine en France au total, globalement, à travailler sur ces sujets-là, parce que évidemment c'est une question technique complexe et qui suppose un coût d'investissement en temps assez important. Mais la relève, une doctorante qui travaille sur l'assurance du cyber-risque est là. Et donc la formation continue en cybersécurité, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue juridique, est aussi un des éléments que l'université de Caen et l'école d'ingénieurs de l'ENSI Caen, à ne pas confondre avec l'ANSSI, à ne pas confondre avec la ville d'Annecy, propose également et souhaite développer avec ses partenaires, parce que c'est une question aussi de remontée des besoins, de vos besoins, et de ce que l'on peut apporter concrètement aux différents profils de personnes en activité qui souhaiteraient monter en compétences. Donc nous sommes aussi à votre écoute pour élargir notre offre.
peux apporter juste un complément. Côté juridique, les offres, enfin, le master est en alternance, hein, le master droit du numérique, mais les demandes d'alternance en matière de droit de la cybersécurité apparaissent depuis l'an dernier, globalement, hein, pour faire un état un petit peu des demandes côté juriste, et les demandes de formation continue commencent également à apparaître. Hein. C'est les premiers contacts, les premières demandes de formation dans le domaine, ce qui montre voilà, le fait qu'on franchit un seuil de besoins et de besoins de formation. Voilà. Où on pourra aussi, on l'espère, bientôt accueillir des étudiants spécialistes pour leur donner des éléments aussi de culture juridique. Alors, pour deux dernières questions pour conclure la partie table ronde. La question donc de la formation. Nous avons toutes ces formations. On sait qu'il y a quand même aujourd'hui une certaine désaffection pour les filières scientifiques. Qu'en est-il de la cybersécurité? Donc au niveau de la cybersécurité, pour le BUT en tout cas, a priori ça a été une bonne promotion, je dirais, d'afficher la cybersécurité au niveau du BUT. Aujourd'hui, on a 2000 étudiants sur Parcoursup inscrits pour une 50aine de places. Donc ça montre qu'il y a une vraie demande au niveau des étudiants et qu'on récupère la crème de la crème. Et donc voilà, en partie une réponse sur la cybersécurité pour le BUT. Donc là aussi, il y a de l'espoir. Et Christophe, tu parlais de la recherche, et Eric aussi, tu évoquais le rôle aussi de la recherche pour faire progresser, puisqu'on est en constante course et en constante évolution. Concrètement, est-ce que la recherche a un rôle à jouer aussi auprès des entreprises? Juste un petit mot simplement sur le côté attractivité ou pas de la filière, tout simplement. Il y a une grande peine de notre côté, une préoccupation, et c'est un appel aussi que je lance de manière très, très large, finalement, sur la féminisation de la filière, en fait. Donc je suis bien entourée. Non, mais c'est pas accessoire, et je le dis pour la jeune génération, on a peut-être un espoir, c'est que globalement, les chiffres nous donnent un taux de féminisation de la filière d'environ 10%. On redit ce terme, enfin 50% de l'humanité, c'est vous les femmes, hein, donc il y a une petite difficulté. On est très fiers à l'agence, côté Annecy, de dire qu'on est à 27-28%, donc ça prouve que voilà, on fait, mais c'est pas suffisant, on va pas se le cacher. Donc voilà, il y a des réflexions opérées, et juste peut-être un point de repère, parce que c'est des échanges qui ont permis de le déterminer. On sait que tout se joue quasiment au collège, donc donc il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Effectivement, oui, l'orientation et la fixation de certaines orientations, c'est d'autant plus, juste un point, hein, on travaille beaucoup avec des femmes évidemment côté agence, quels que soient les métiers d'ailleurs, hein, il n'y a pas que des juristes, j'allais dire, au féminin, hein, il y a des chercheuses aussi qui sont dans la partie technique pure et dure, hein, inhumaine comme diraient certains finalement, donc on a vraiment des femmes qui cherchent, qui des cryptos, donc voilà, pas n'importe qui aussi, et ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Je dis parce que nos métiers ne sont pas évidents, très clairement. On le voit, il y a d'ailleurs, si ça vous intéresse, regardez l'actualité, on parle beaucoup notamment des responsables de la sécurité des systèmes d'information, des RSSI, qui sont, alors d'un côté il y a une pénurie, de l'autre côté ils sont harassés, on parle de burn-out. Pourquoi ? Parce que ces postes-là, hein, c'est des postes à responsabilité finalement, avec un environnement de risque extrêmement puissant, extrêmement fort, des enjeux, on l'a dit, des enjeux économiques qui sont monstrueux finalement, parce qu'une perte d'activité, enfin Stéphane l'a dit, il est resté, comment dire, humble finalement. On parle de PME, mais on a eu des grands groupes qui ont été touchés, et puis je vais vous citer un exemple, hein, Saint-Gobain, c'était il y a quelques années, certes c'est en 2017, mais Saint-Gobain, à un moment donné, au pic de la crise, il perdait 1 million d'euros par heure, mais par heure. D'accord ? Et donc c'est des emplois qui sont derrière. Donc tout le monde est bienvenu, et je ne vais pas faire de biais ou autre, mais avoir cette capacité, cette tonalité féminine, ça apporte beaucoup, beaucoup de bien à nous tous, notamment là, les hommes, ils sont parfois pris dans nos biais justement, et on a besoin de ce regard-là et de ce recul-là aussi. Donc c'est vraiment un appel là, faisons quelque chose collectivement, et encourageons mesdemoiselles et mesdames à venir s'intéresser davantage à ces questions. On a besoin de vous, très clairement.
Alors sur le volet recherche, donc bon, il faut savoir que évidemment, hein, nous on est dans une échelle de temps qui est très différente, par exemple par rapport à Stéphane. Hein. Stéphane va réagir tout de suite à une attaque d'une entreprise ou d'un grand public. Évidemment, quand on parle de recherche en cybersécurité, alors je vais parler du côté technique. Évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Hein. Donc on l'a peut-être pas trop dit, mais sur la partie cybersécurité, il y a quand même 2 volets. Il y a la partie prévention, essayer de développer des outils pour éviter ou limiter l'impact d'attaque. Et puis vous avez la réaction, hein, qui va être j'ai une attaque, qu'est-ce que je peux faire? Bon, sur la partie réaction, c'est plus du côté de Stéphane. On peut avoir du côté de la recherche des actions sur le côté réaction, plutôt pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer parfois d'attribuer à de qui vient cette attaque, par exemple. Là, ça, on peut avoir des outils de la recherche. Alors, il faut savoir qu'au niveau national, hein, la recherche en cybersécurité, elle est très structurée. Hein. Il y a ce qu'on appelle un GDR. Un GDR, c'est un groupement de recherche, hein, qui est piloté par le CNRS, où tous les laboratoires de France vont travailler de façon conjointe sur différentes thématiques de la cybersécurité. En fait, dans la cybersécurité, il y a différents aspects et la recherche, elle est structurée, hein, par exemple sur la cryptographie. Donc des gens qui vont travailler sur des algorithmes qui vont être capables de résister à des ordinateurs dits post-quantiques et qui existent un peu, mais pas tant que ça. Mais on essaie d'anticiper les choses pour que les algorithmes puissent résister à ce type d'attaque. On va avoir des gens qui vont travailler sur la sécurité de l'embarqué, il y a des gens qui vont travailler sur la protection de la vie privée, comment on peut déployer des solutions pour essayer de protéger la vie privée des personnes, hein. Tout ce qui concerne les données personnelles, hein, qui peuvent avoir évidemment des incidences très fortes sur votre sécurité sur Internet. Donc tout ça, c'est très structuré au niveau national et la recherche en cybersécurité en France, hein, elle est reconnue, hein, très clairement sur les différents sujets. Maintenant, si je regarde sur le site de Caen, hein, si on regarde au sein de l'université de Caen, vous avez essentiellement 2 laboratoires, hein, qui travaillent sur des choses qui sont vraiment en lien avec la cybersécurité. Vous avez un laboratoire qui est le LMNO, hein, qui est un laboratoire de maths. Alors on va dire pour eux la crypto c'est une application, c'est pour vous donner un petit peu le niveau de ce qu'ils ont, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est une application d'activité en mathématiques. Et puis vous avez le grec, hein, dont je suis le directeur, où il va y avoir différentes équipes de recherche qui vont travailler sur des choses qui vont concerner la partie cybersécurité. Évidemment, on n'est pas dans de l'opérationnel, hein, on travaille beaucoup sur la prévention, essayer de travailler avec les industriels ou travailler avec d'autres académiques pour essayer de déployer des nouveaux outils pour demain, que ce soit sur de la crypto, que ce soit sur... À titre personnel, moi je suis un chercheur en biométrie, hein, donc j'essaie de reconnaître les gens et surtout essayer de reconnaître... Voilà, quand vous essayez de payer, hein, être sûr que c'est bien la bonne personne qui paye, par exemple. Et donc, il y a différents travaux qui sont réalisés en recherche, parfois avec des industriels. Hein, on a des projets collaboratifs qui sont avec des industriels pour essayer de proposer des innovations, et aussi par le biais de thèses CIFRE. Hein, des thèses CIFRE, ce sont des thèses qui sont réalisées avec des industriels pour travailler pendant 3 ans sur une innovation avec un étudiant qui à la fin sera docteur, hein. Et ça fait partie de débouchés que peuvent avoir des étudiants de l'université de Caen et de l'ENSI Caen, et qui peuvent le faire avec le grec ou le LMNO, hein, et parfois aussi avec des entreprises. Donc au niveau recherche, hein, il y a une action quand même qui est très forte, alors qui n'est pas sur les mêmes échelles de temps, puisque nous on est sur du temps long, hein. Par exemple, si je prends une thèse, c'est 3 ans. On va travailler sur des innovations sur 3 ans. Je donne un exemple, par exemple, hein, il y a quelques années, j'ai eu une thèse CIFRE avec une entreprise parisienne où l'idée c'était, et c'était avant le Covid, hein, ils ont eu le nez fin, d'essayer de développer un outil qui permettait de détecter des fraudes lorsqu'on passait un examen à distance. Je peux vous dire qu'ils sont très très contents d'avoir fait ces thèses-là, puisque maintenant ils ont un outil qu'ils utilisent au quotidien et qui permet d'analyser un petit peu pour savoir déjà est-ce que c'est la bonne personne qui passe l'examen et est-ce que cette personne est potentiellement en train de tricher. Alors les étudiants ils aiment moins, hein, cette solution, mais ceci étant, vous imaginez avec le Covid, hein, c'était une demande très forte, hein, puisqu'il y a eu des examens à distance et nous le savons tous en tant qu'enseignants, il y a eu une triche assez flagrante pendant ces
cette période. Vous n'allez pas me démordre les jeunes. Et donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on a travaillé avec l'entreprise et qui maintenant un produit est un produit de sécurisation pour pouvoir donner un diplôme qui a un sens parce que on est sûr que c'est la bonne personne qui a passé. Mais je pourrais vous donner plein d'exemples de ce type-là sur la sécurisation de choses, notamment pour vérifier que la personne qui fait un paiement est bien la bonne, ce genre d'activité que l'on fait. Donc ça, on essaie de le faire beaucoup avec des entreprises. On essaie de travailler avec des entreprises locales. Il y a plusieurs entreprises locales avec qui on travaille, mais aussi au niveau national et international. Et donc ça, c'est aussi un impact de la recherche. Et il faut pas avoir peur de la recherche pour les entreprises. Je veux dire, c'est assez facile de rentrer en contact avec des laboratoires, même si ça paraît très une tour d'ivoire, inaccessible, etc. En général, c'est très facile de travailler avec nous. Et après, on essaie de voir dans quelle mesure ça correspond vraiment à une activité de recherche et non pas à une activité. Alors, je parle pour le côté technique, d'ingénierie, qui pour lequel on sera pas forcément les mieux qualifiés sur le sujet. Celui-ci fonctionne aussi, je crois, donc c'est bon. donc voilà. Merci pour ce tour de table. Je vais passer à troisième partie pour recueillir vos questions et proposer un temps d'échange avec la salle. Qui a été... Ah qui n'a pas été assommé, c'est bon. Bonjour à tous, Guillaume Valigny, DPO Consulting. On parlait de faire connaître la cyber. Moi, je rencontre la même chose dans le RGPD, c'est-à-dire que plein d'entreprises savent qu'il y a quelque chose à faire, mais franchement, c'est pas le quotidien, il n'y a jamais le budget, il n'y a jamais le temps. On a beau leur dire que la CNIL est en train de fourmiller ses armes et faire des procédures qui vont bien et qui vont vite, ça fait un petit peu avancer le sujet, mais pas plus que ça. Par contre, il y a quelque chose qui marche bien, et je pense qu'il faut reprendre ça en cyber, c'est un peu l'imposer dans notre discours quotidien. C'est-à-dire on l'impose dans notre environnement, chacun d'entre nous, on l'impose à nos clients, quand on en a, quand nos acteurs, nos partenaires. Et finalement, c'est comme ça que les gens se bougent en disant bah oui, mais s'ils me disqualifient parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas au moins une checklist, j'ai pas fait le minimum qui. Et ce qui faisait que si on arrive comme ça un petit peu à faire le travail de tout à chacun et du réseau autour de nos partenaires et nos relations au quotidien, ça va acculturer en fait et devenir naturel dans comment dirais-je, dans l'approche de cette notion qui est pour moi indispensable parce qu'on est tous au bord d'une falaise et puis au moindre coup de vent, la société tombe, l'entreprise tombe, la collectivité tombe et là on parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de bien plus que ça et d'emploi tout simplement. Je propose un commentaire à ce que vous venez de dire, M. Valigny. Effectivement, nous, ce qu'on constate, une PME, on a beaucoup parlé de PME tout à l'heure dans mon intervention en disant elle est concernée, il faut qu'elle fasse des choses, etc. Et vous disiez, mais comment on peut le convaincre? Il faut quelque part lui en parler en permanence. Souvent, les entreprises, et s'il y en a dans la salle, je pense qu'elles pourront réagir, interagissent avec des donneurs d'ordre. Pourquoi un distributeur de voitures avec le groupe Stellantis, au hasard, pour l'exemple. On constate, nous, puisqu'on travaille beaucoup avec les donneurs d'ordre dans un système de filières thématiques qui existe en région, l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique, etc., que les donneurs d'ordre commencent à devenir très imposants dans leurs contraintes qu'ils demandent, en demandant même parfois d'obtenir certaines certifications sur la cybersécurité qui sont juste inaccessibles pour une PME. Mais n'empêche que c'est une façon un petit peu de provoquer les choses. Et donc je pense que c'est effectivement aussi un angle, comme l'on voit apparaître, le côté assez normatif et le côté assez de la régulation, on va dire, aussi, où les donneurs d'ordre commencent effectivement à être extrêmement exigeants vis-à-vis du maillon faible qu'ils considèrent, qui sont leurs sous-traitants, qui sont leurs fournisseurs, etc. Et donc, ça peut être effectivement aussi un angle, peut-être malheureusement, mais qui est en train d'apparaître, où le système aussi s'impose quelque part à l'entreprise. Alors, c'est compliqué quand ça s'impose, parce qu'effectivement, on n'est plus que dans la réaction, on n'est plus dans l'anticipation. Mais c'est effectivement une façon, et je crois que Thibaut veut réagir. Non, simplement pour ajouter cela, on parlait de Nice 2 tout à l'heure. Nice 2,
envisage les chaînes d'approvisionnement pour les acteurs qui y sont soumis. Donc c'est une extension quand même très importante du périmètre. Et puis on a le droit des données à caractère personnel, vous le soulignez à juste titre. Le droit des données à caractère personnel incidemment impose des exigences en matière de cybersécurité. Et aujourd'hui apparaissent les premiers contentieux liés à non-conformité en droit des données à caractère personnel dans le cadre de cession d'entreprise, dans le cadre de cession de fichiers de données, dans le cadre du contentieux en droit du travail. Et donc c'est une évolution quand même importante parce qu'il y a un risque juridique, mais qui n'est pas un risque juridique immédiat de non-conformité, mais lié à des activités ou des opérations que l'on envisage et qui sont bloquées ou qui peuvent tomber à cause de non-conformité. C'est quelque chose d'important. Je pense que la commande publique a aussi sa place dans le cadre de l'acculturation, en tout cas de la pénétration de ces exigences. Une autre question peut-être ? Oui. Du coup, souvent les petites structures peuvent être attaquées non pas par rapport au gain qui peut être obtenu dans la structure, mais pour intégrer leurs ressources informatiques dans un botnet. Est-ce qu'il y a dans la législation, comme on peut avoir dans du recel d'objets volés sans être conscient, on peut être accusé de receler. Est-ce qu'on peut être accusé, est-ce qu'on peut être pénalisable pour avoir pas suffisamment sécurisé son système et faire partie d'un botnet ? Mais je ne sais pas si Eric Kazan veut répondre. En fait, faut distinguer. Votre question appelle beaucoup de réponses en réalité. Sur la question atteinte au système d'information, finalement, on vise la personne qui commet l'atteinte. Donc, celui qui met en œuvre le système d'information, évidemment, de ce point de vue-là, n'est pas concerné. Néanmoins, les démarches, les obligations préventives conduisent à l'édiction de sanctions. Alors, des sanctions qui peuvent être liées, on parlait tout à l'heure, au droit des données à caractère personnel, et puis pour les entreprises qui sont soumises à des exigences cyber, des sanctions qui n'étaient pas encore prévues dans la législation française, mais qui vont l'être dans le cadre de la transposition de la directive dont on parlait. Pouvoir de sanction qui sera confié à une autorité administrative, ce qui impose de revoir un petit peu la structuration de l'ANSSI. C'est un point en discussion, avec un pouvoir de sanction administrative similaire à celui dont dispose la CNIL, si on avait un parallèle à faire, et qui viendra sanctionner les acteurs économiques qui, évidemment, n'ont pas intégré les exigences en matière de cybersécurité. Des évolutions, en tout cas, de sanctions à venir. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, comme évolution. C'est-à-dire, on voulait réprimer les auteurs d'atteinte, et aujourd'hui, on va réprimer ceux qui n'ont pas prévenu l'atteinte. Donc, il y a un vrai déplacement, comme ça, du centre de gravité des normes. Question ? Bonjour, Clément Brisacier, je suis enseignant ici au département réseau et télécommunications. Donc on enseigne la cyber un petit peu en s'y mettant sur le tas, j'ai envie de dire. Et les outils de l'ANSSI, notamment cybermalveillance et tout ce qui est MOOC, etc., ça nous aide beaucoup. Moi, j'avais juste une question en fait sur le fait de publier des retours d'expérience sur des cas concrets. Parce que là, par exemple, on a eu les attaques sur la communauté de communes ou la région. Moi, je serais très preneur de savoir si dans le futur, il y a une volonté de publier, pas forcément de manière publique, mais avec l'anonymisation des cas de figure, des cas concrets, techniques de comment les attaquants ont réussi à pénétrer un système d'information, quel a été le vecteur d'attaque, comment ils sont propagés, etc. Et les actions à justement prendre en œuvre pour éviter ce genre de cas de figure. C'est une bonne question. Alors, pour votre information, sachez que tous les guides, on en a parlé tout à l'heure, qui sont rendus publics par l'ANSSI, tiennent compte de ce que nous, on observe du point de vue des victimes et des attaquants. Donc, et parfois on nous oppose ça sur des règles un peu techniques, un peu particulières. Il y a des questions et on l'explique sans trop le dire en disant oui, parce que le cas s'est produit, on sait que voilà, c'est une possibilité par les attaquants, donc on la recommande fortement. Ça, c'est une première partie de la réponse. La seconde, en cas pratique, je vous renvoie, vous le trouverez facilement, le cas TV5 Monde, qui date de 2015, novembre 2015, si je ne m'abuse, qui était
qui était je veux dire, le premier média, enfin une chaîne de télévision qui s'est fait attaquer, donc TV5 Monde, hein, c'est français comme vous le savez, et puis de manière très sérieuse. Et on a documenté un an plus tard, il me semble, on a tout un rapport qui précise beaucoup de choses et beaucoup avec des éléments techniques. Je pense que vous pourriez vous y intéresser, vous y référer éventuellement. Je vais me permettre de compléter la réponse, parce que vous avez parlé de la région, donc je me sens concerné un peu. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans un sujet sur la cyber, en particulier en termes d'attaque, c'est la communication qu'on fait autour. Et c'est un vrai sujet. Là aussi, on dit qu'il faut s'y préparer. La communication est un vrai sujet en cas de cyberattaque. Communication interne, vis-à-vis de ses salariés, etc. Il faut les prévenir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas travailler pendant 15 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux le dire à Caen-la-Mer, c'était une vraie complication parce que, et je peux vous le dire à la région, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est plusieurs milliers de postes informatiques, hein, la région. Et on dit tous les postes, on les arrête. Alors on a eu de la chance parce que la politique publique d'Hervé Morin fait qu'on donne des PC aux étudiants. Donc ça fait qu'on a un peu tapé dans le stock pour permettre aux salariés de continuer à travailler. Mais oui, on peut complètement s'arrêter. Donc communication vers les salariés, pour dire voilà ce qui va se passer, voilà comment on va régler l'affaire, et ça va prendre 3 jours, 5 jours, 8 jours, 4 mois, 5 mois, on en est là actuellement. Communication externe aussi, il faut prévenir les gens à l'extérieur, ses sous-traitants, les fournisseurs, le grand public, enfin les citoyens, parce que pour une région, par exemple, on a des relations avec le citoyen, ou pour Caen-la-Mer aussi, hein, vous avez entendu parler, la piscine qui s'arrête, il n'y a plus de prestations sociales, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Donc la communication est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors faut-il faire des rétextes? Oui, et je peux vous dire qu'on commence à y réfléchir, faire un rétexte sur la région, mais ça va prendre du temps aussi, parce qu'il faut d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé, regarder comment on a réagi, ce qu'on peut dire de ce qu'on ne peut pas dire aussi, parce que voilà, il y a quand même des éléments aussi qu'il faut que. Il y a une enquête judiciaire hein, qui est derrière ça, donc on ne peut pas non plus pendant une enquête, il y a une espèce aussi de contrainte dans la communication. Donc c'est vraiment un sujet compliqué, mais on y réfléchit. Et je vous ai raconté tout à l'heure l'anecdote de cette association de Caen, l'UNA 14 hein, pour la citer, hein, et vous voyez, je la cite, c'est-à-dire que j'en ai le droit. Parce que l'association UNA 14 a dit on va communiquer sur ce qui nous est arrivé. Donc on a fait un petit film qui dure une dizaine de minutes, le président de l'association raconte ce qui s'est passé, avec beaucoup de cœur, beaucoup de technicité, avec beaucoup de choses. Et c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il essaie d'expliquer à ses collègues dans les autres associations, etc., ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment j'ai réagi, comment j'ai mal réagi dans certaines situations, etc. Donc oui, les rétextes, c'est extrêmement important. Et je comprends qu'effectivement, ce genre de. Donc, on dirait que c'est un retour d'expérience, pardon, mais que c'est des outils pédagogiques aussi pour vous, je pense qu'ils sont extrêmement intéressants, de pouvoir vous appuyer sur des exemples concrets pour dire aux étudiants voilà ce qui s'est passé, voilà comment il a fallu réagir, qu'est-ce qu'on a mis en place comme outils, comme prestataires de services extérieurs, voilà ce qu'ils apportent comme service. Donc, effectivement, je crois que voilà, ce sujet de la communication, il est vraiment extrêmement important. J'ai peut-être un complément, si je peux me permettre. En fait, effectivement, la formation en cybersécurité, on voit bien que c'est pas qu'un côté technique, etc. Moi, je peux juste vous parler d'une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps où je suis allé en Norvège. On a beaucoup de liens avec la Norvège. Et il y a une université qui s'appelle NTNU, hein, qui est située à Gjøvik, pour partie. Et ils ont un centre de formation sur la cybersécurité assez poussé avec un enseignant qui est le coach de l'équipe cyber de la Norvège, donc qui participe à ce qu'on appelle des capture the flag, donc en gros des jeux sérieux où on va essayer d'attaquer ou en tout cas d'essayer de récupérer des informations sur un système d'information. Et donc ils m'ont fait visiter leur centre et je trouvais que c'était super intéressant et je me dis ce serait super de faire ça à Caen. C'est un centre où ils ont un local qui est dédié à de la gestion de crise. Alors c'est vrai qu'on dit on va faire un TP sur la gestion de crise en cyber, on s'attend à que du technique. Et en fait il dit non, là c'est la salle où on fait le pilotage politique de la gestion de crise. Là, on a l'endroit où on apprend aux étudiants à communiquer avec la presse. Donc là, c'est la partie technique avec les gens qui vont essayer de trouver les correctifs. Et donc, c'est assez impressionnant, c'est qu'ils font vraiment des exercices pendant une demi-journée ou une journée complète en faisant travailler les étudiants sur différentes facettes, que ce soit les côtés techniques, le côté communication. Et en fait, je trouvais ça super intéressant et ça montre bien que la vision cyber, elle n'est pas que le côté qu'on a la vision
du fait qu'on va coder, on va essayer de comprendre sur l'OS ce qui se passe. Non, il y a tout un ensemble de volets et une stratégie aussi qui va dire je bloque tel service pour pas que ça se propage, etc. Il y a des stratégies et ça c'est super intéressant et j'espère un de ces quatre organiser quelque chose de ce type-là à Caen. On vient de vous trouver des nouvelles SAE. Vous êtes content, hein? Je vous propose, donc le temps file, malheureusement c'est passionnant, je vous propose qu'on continue, on va avoir une dernière question, et puis après on va se diriger vers il y a un petit pot qui nous attend dans le hall. Donc voilà, et puis on va faire un tirage au sort pour pouvoir gagner un formidable code de la cybersécurité dont vous avez le co-auteur parmi vous qui vous fera un plaisir de le dédicacer, bien sûr. Oui, alors c'était pas une question. Donc je suis Florence Lecroc, donc je travaille en cybersécurité industrielle. Je suis maître de conférence à l'IUT du Havre. Et donc pour répondre au fait d'avoir des exemples en fait d'attaques cyber, finalement, il y avait il y a toujours le projet de campus cyber qui doit se monter donc sur la Normandie, où tout le monde doit mettre en fait son savoir en commun pour toutes les formations. Et donc, je peux vous donner des adresses si vous voulez des exemples. Par exemple, le Panocrime du Clusif, Panocrime du Clusif, où là, vous pouvez trouver des tas de choses qui sont très bien détaillées. Déjà, première chose. Merci à tous nos intervenants qu'on peut applaudir.